Nous allons passer au thème suivant, l'économie bleue. The next subject item, the blue economy. En académicien modérateur de Moderator sera Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président de l'École nationale supérieure maritime, ancien président du cluster maritime français, section marine marchande pêche et plaisance. Frédéric Moncani de Saint-Aignan is chairman of the École nationale supérieure maritime, former chairman of the French Maritime Cluster, Merchant Navy Fishing and Yachting Session. En intervenant premier intervenant, Javier Gara Pérez de l'Académie d'Espagne, Jean Zanutini, président de Neoline, so the president of the CEO of Neoline will be there as well, Jean Zanutini, et François Lambert, directeur général de l'École nationale supérieure maritime and the managing director of the École nationale supérieure maritime, François Lambert. Welcome. Bien. Bonjour à toutes et à tous, Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de l'Académie de Marine, chers consoeurs et confrères de l'Académie de Marine et des Académies de Marine européennes, Mesdames, Messieurs en grade et qualité, chères étudiantes et étudiants, je suis vraiment fier, ravi et honoré d'avoir la charge de modérer cette table ronde qui est rectangulaire d'ailleurs, sur l'économie bleue. Et merci à chacun en tout cas d'entre vous d'être présent cet après-midi pour cette quatrième table ronde. J'ai bien conscience que la quatrième table ronde, il y en a déjà eu 3 avant, donc on va essayer d'être dynamique, rapide et de manière à conserver l'horaire et à rattraper les 6 minutes que mon prédécesseur nous a mangé. Nous avons donc le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous des experts de renom dans le domaine maritime et environnemental. Ils vous ont été présentés, puisqu'il y a Javier Ganal, Jean Zanutini et François Lambert qu'on est en train d'essayer de retrouver. Il doit être dans l'école normalement, puisqu'il en est le directeur général. Avant de leur laisser la parole, je voudrais très brièvement brosser l'image de l'économie bleue. Parce que l'économie bleue, on en parle beaucoup. C'est pas tout à fait comme l'Arlésienne, puisqu'on l'a quand même vu pour certains d'entre nous, mais on en parle beaucoup. Mais c'est quoi l'économie bleue? Alors l'économie bleue, ça englobe, de mon point de vue, comme vous l'avez dit Frédéric, puisque je suis ancien président du cluster maritime français, ça englobe toutes les activités économiques liées aux océans, à la mer et aux zones côtières. Et évidemment, pour notre continent européen, ça joue un rôle absolument crucial, puisque ça contribue de manière très significative au PIB, aux emplois, et c'est essentiel aussi, on va le dire dans les interventions qui vont suivre, à la durabilité environnementale de nos mers et nos océans. Juste quelques chiffres, et je ne vais pas vous en abreuver. C'est quoi l'économie bleue en Europe? En 2018, je suis désolé, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, les secteurs établis de l'économie bleue de l'Union européenne ont généré un chiffre d'affaires global de 750 milliards d'euros, une valeur ajoutée de 218 milliards d'euros, avec environ 5 millions d'emplois en Europe, dont 405 000 dédiés uniquement au transport maritime. Et puis, c'est une croissance quand même très forte ces dernières années, puisque la valeur ajoutée de l'économie bleue a augmenté de quasiment 10% par an entre 2009 et 2018 dans l'Union européenne. Et à ce titre, d'ailleurs, ça a été dit ce matin, l'Union européenne est leader dans le domaine des énergies marines renouvelables qui font partie intégrante de l'économie bleue. En France, maintenant, c'est près de 500 000 emplois directs, donc c'est largement au-dessus du million d'emplois si on ajoute les emplois indirects et les emplois induits. C'est environ 3% du produit intérieur brut. Il y a, comme vous l'imaginez tous, une grande variété de secteurs concernés. Ça va de la construction navale et nautique, en passant par la pêche, le transport et la logistique, les énergies, les secteurs bancaires et financiers, et bien d'autres que l'on ne pourra évidemment pas développer dans cette heure 30 d'échange qui va suivre. Mais même au sein de l'Europe, et je me rappelle quand j'étais vice-président du réseau des clusters maritimes européens, même au sein de l'Europe, la compréhension ou le périmètre de l'économie bleue n'est pas le même entre les pays. Et c'est peut-être l'une des conclusions qu'il faudra porter, si ce n'est à l'UNOC, du moins aux instances européennes, c'est d'essayer d'harmoniser ce périmètre pour qu'on puisse se comparer et qu'on puisse travailler ensemble. Alors,
Pour être très concret, j'avais moi l'habitude de définir l'économie bleue comme 10 secteurs, 10 sous-secteurs. Les 5 traditionnels, les 5 émergents, et c'est pas moi qui ai trouvé cette classification, hein, c'est la Commission européenne qui a classifié ces 10 secteurs en 2021. Donc il y a les secteurs traditionnels, je vous le disais, la pêche et l'aquaculture, bien sûr le transport maritime, le tourisme côtier, les activités portuaires et la logistique, et puis la construction et la réparation navale, civile, militaire et nautique. Et puis des secteurs plus émergents, qui sont les énergies marines renouvelables, je viens d'en dire un mot, la bioéconomie et les biotechnologies bleues, les unités de dessalement, les minerais des fonds marins, qui là aussi feront débat, n'en pas douter, à l'UNOC, et puis, et ça c'est, je dirais, de plus en plus prégnant, la défense maritime et les câbles sous-marins. Alors ces secteurs représentent des opportunités de croissance, d'innovation dans le domaine de l'économie bleue, tout en soutenant bien évidemment vers une transition, une économie durable et respectueuse de l'environnement. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 grands secteurs qui vivent une période de changement fort. C'est le secteur halieutique et le secteur du transport maritime. Ce sont également d'ailleurs 2 secteurs qui seront au cœur des enjeux, des décisions qui seront prises ou annoncées lors du sommet de l'UNOC à Nice en juin prochain. Avec, je reprends la terminologie qui a été mise en avant pour l'UNOC, promouvoir une gestion durable des pêches et favoriser les économies durables basées sur l'océan, le transport maritime durable. Aussi, au travers de nos échanges durant l'heure qui vient, nous allons essayer de construire des réponses ou des propositions, comme l'a demandé le président de l'Académie de Marine, Jean-Emmanuel Sauvé. Alors, ça sera des propositions, bien évidemment, qui seront à destination des chefs d'État et de gouvernement qui seront présents à l'UNOC et que nous espérons, dont certaines seront reprises. Alors, nous allons commencer donc maintenant cette table ronde, tout d'abord avec l'intervention de Javier Garat, qui est, il a été présenté il y a quelques minutes, c'est un expert reconnu dans le secteur de la pêche. Vous êtes considéré comme une autorité de classe mondiale dans ce domaine. Et pour commencer, je voudrais que vous nous présentiez un peu la situation actuelle de la pêche et votre vision du secteur de la pêche et de la filière halieutique plus généralement en Europe. Avant de vous laisser le micro, pour ceux qui me connaissent, j'ai quelques qualités mais surtout un gros défaut, je suis totalement psychorigide des oreilles. Donc, vous avez 15 minutes. 2 minutes avant, vous entendrez un petit bruit sur le micro, et à 15 minutes pile, vous entendrez un gros bruit sur le micro, ça veut dire qu'il faut vraiment s'arrêter. Javier Garat, je vous passe la parole. Bonsoir. Merci Frédéric, monsieur le président de l'Académie des marins, monsieur le directeur de l'école, autorité civile, militaire, amis. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un véritable honneur de représenter ici aujourd'hui l'Académie royale de la mer d'Espagne. Malheureusement, mon français est un peu rouillé. Donc je ne sais pas faire toute la présentation dans votre langue, alors je la ferai en anglais. But before I start, in relationship with the previous debate on pollution, I would like to highlight the important role of bottom trawlers, the demonized bottom trawlers, in collecting marine litter and plastics, including, by the way, in the marine protected areas where we are allowed to fish. And I say this because there is a huge campaign here in France, but also in other European Union countries, that are pushing President Macron and other governments for UNOC 3 to ban bottom trawling in the all MPAs. And I have to tell you that this will be nonsense and something terrible for the economy of France and the rest of countries of the European Union. Bottom trawlers are the engines, socio-economic engines of most of the harbors of Europe, providing healthy food to our citizens. And of course, it has to be forbidden in the places where there are vulnerable marine ecosystems, but not in other cases where there is nothing really
to protect in relation to bottom trawling. And this is something that we have been defending all over Europe and all over the world since already a long time ago. So I will ask here President Macron, don't give in, don't give up, and continue supporting the fishing industry, based on science, by the way. Tomorrow, well, you told me that I have to talk about fisheries, but I thought I had to talk about blue economy. So if you don't mind, I will talk about blue economy and give you some proposals for UNOC. Tomorrow, and it's casual, I will be present in the plenary. I will not be here. I have to go to Brussels to the plenary of the European Economic and Social Committee, because I'm a member of the committee. I'm the rapporteur of the opinion of the Committee on the European Oceans Pact. So there are some ideas reflected in this document I will present tomorrow, and it will be voted tomorrow, that I think will be useful for this discussion and for NOC. I will talk about coastal communities' economic, social, and environmental challenges. Coastal communities in the European Union are facing a number of interrelated economic, social, and environmental challenges. Recent years have been marked by major shocks to our industries and markets, caused by events such as COVID-19, Brexit, Russia's invasion of Ukraine, and extreme weather events triggered by climate change. This has led not only to increase in energy and commodity prices, but also widespread inflation. Furthermore, it has disrupted maritime routes due to trade restrictions and has caused supply chain bottlenecks. These challenges have placed a strain on the blue economy. Despite these challenges, projections highlight the potential of economic stabilization and recovery driven by lower energy prices and lower inflation. Well, let's hope that is like that. And in this context, European Union industry has faced not only global pandemics and geopolitical crisis, but also a growing internal regulatory burden. Increasing restrictions and red tape have seriously affected companies' competitiveness and economic sustainability. In terms of social challenges, many coastal areas are suffering from demographic problems, such as an aging population and youth migration, often due to a lack of local opportunities. Moreover, coastal communities have to contend with a lack of skilled labor and generational renewal, conflicts over resource use, and vulnerability to climate disasters. To address these challenges, social inclusion must be boosted and equity ensured in access to resources and services. We need to improve working conditions in the blue economy in general, with a view to making these sectors more attractive. In terms of environmental challenges, it is of the utmost importance to keep seas productive and preserve natural resources such as fishing grounds and clean coast to ensure economic prosperity and protect health, both now and for future generations. In addition, Europe's oceans are our best allies in the fight against climate change. It is essential that the European Union assess the effectiveness of the policies and consider revising and updating them where necessary, thereby ensuring that they adapt to new realities and challenges, including the common fisheries policy. So, to face these challenges, we need to promote a sustainable and competitive blue economy, including fisheries and aquaculture, maintain a healthy, resilient and productive ocean, and work on a comprehensive agenda for marine knowledge, research, innovation and investment. We need a real balance between biodiversity conservation, sustainable use of natural resources and food security. Let me make some proposals to face these challenges. By the way, I prepared some slides about the importance of blue economy in Spain and in Europe, but as you already mentioned, I will skip that. So I'm with these ideas now.
So let's make some proposals to these challenges. We have to promote resilient and productive oceans. We need to support the competitiveness and sustainable growth of blue economy through investment and innovation in climate neutrality technologies, ecosystems health, and a just transition. This is a need for an urgent process of legislative simplification and reduction in red tape of at least 25% for businesses and 35% for small and medium enterprises, like Commissioner von der Leyen had instructed to Commissioner Cadiz and all the commissioners. We need investment and innovation in maritime industries. We think that the European Union, but also all over the world, should propose measures to attract private investments and boost the competitiveness and development of businesses. The European Union should encourage the creation of blue economy innovation hubs, promoting cooperation between research institutions, businesses, and policymakers. We are requesting a strategic autonomy in key areas such as food, energy, and transport. The European Union and other countries should boost its capacity to produce its own resources and reduce dependency on external suppliers. I think this morning has been mentioned that fostering local innovation in these areas is crucial to ensuring its independence and resilience to global challenges. It is also necessary to improve and protect internal infrastructures and adopt policies that consider food sovereignty as well as social and economic factors for businesses. This is also very linked to fisheries. We need to develop an European Union action plan for blue foods in 2026 in order to incorporate blue food into food and consumption policies and strategies. This will in turn promote healthy diets with a low carbon footprint in the EU, as Ernesto, for instance, this morning mentioned. Policies and controls on imports of unsustainable seafood should be strengthened, as this adversely affect fish stocks and undermine the level playing field for European fishers. Don't forget that 70% of what we consume in the European Union comes from imports already. We are asking for the creation of an industrial alliance for blue economy value chains. We recommend that, in our case in the European Union, the European Commission establish an European alliance covering the entire blue economy value chain with a view to making the sector more competitive and adopting a comprehensive overview. When we talk about decarbonization of blue economy, we have to take into account the reality of the maritime transport sector, the fisheries sector, the new technologies, the source of energy that we have, and we cannot put some targets that are impossible to comply with and that will destroy the industry. So we have to have some common sense. We have to invest in technology, we have to work together, but don't put so many limits to our companies that will make our life impossible. In the European Union, if we go to other countries, this is not the case. As an example, a very important multinational decided to move from Algeciras in the south of Spain to Tanger, Morocco, because they wouldn't like to pay the ETS, the carbon, the emissions, and this is something of concern. We advocate promoting and investing in cutting-edge technologies such as tidal and wave energy. These devices are smaller, for instance, than wind turbines, and reducing both marine space needed for ecological footprint, with the potential to generate up to 10% of the European Union's electricity. We need access to funding. There are a lot of targets, but there are some not so public money, not so private money invested in infrastructures and technologies to promote innovation and entrepreneurship and empower coastal communities to thrive this target. And the European Union emissions trading system that I mentioned before, revenues should be used in this energy transition, encouraging the development of innovative fuels and projects in the European Union. We need to evaluate and possibly reform the common fisheries policy. We need it. We really need it. We can recognize that the current common fisheries policy has helped to improve fish management, fish stocks management. This was clear this morning. But the reality is that fishermen with a very low morale
and they are tired of every regulation that we have in the European Union. And as I mentioned, 70% of what we consume is coming from abroad. We need to respect and we need to recognize the role of our fishermen in the European Union. And this has not been done in the last few years. We have concentrated on environmental issues, and this is important, but we have forgotten the humans, the people, our fishermen, and our companies. And I think that this needs to change. We have some hope in the new European Commission and the new European Parliament. We see that there are some messages coming from these institutions in a positive way. We hope that they go from words to action quite soon. We need education and training. Well, saying this in this place, of course, it's needed. The European Union should invest in the development of skills and competences specific for the blue economy and ensure that young people remain committed to their communities. Quality jobs and training of the workforce will help make blue economy industries prosperous, competitive, attractive and efficient. Beyond vocational reskillings and upskillings, retaining and recruiting maritime and fisheries professionals will be essential for the sectors now and in the future. By the way, the recognition of titles within the European Union should be really a must between the different member states. I think I have 1 minute, 2 minutes, okay. So, we need to make our oceans healthier. We have discussed a lot this morning and in the previous session. Why don't we create a blue economy hub and ocean observatory? We could develop more on that. We need to fight against marine pollution and litter and ensure that the plastic treaty is adopted and complied. We need to strengthen the European Union position in international regulations, in international negotiations related to the oceans. In line with objectives of SDG 14, we call on member states, the Commission and other countries to set up its diplomatic action to conclude an agreement on fisheries subsidies in the World Trade Organization, accelerate the ratification and implementation of BBNJ agreements, and promote the implementation of the Convention on Biological Diversity. And before I finish, I would like to say bye-bye to you with this image. Profitez de manger du poisson et des fruits de mer, vous serez en meilleure santé et plus heureux. Thank you very much, Javier, for this presentation. And you're right, it was talking about blue economy as a whole, the global way. And thank you very much also for having been sharp on the schedule. So the next speaker, le prochain intervenant, François Lambert. François, cher ami, nous sommes chez vous, puisque vous êtes le directeur général de l'École nationale supérieure maritime depuis septembre 2022. Vous êtes donc totalement impliqué dans la question du transport maritime durable, puisque c'est ici que sont formés les femmes et les hommes qui seront les officiers de la marine marchande de demain. Et je salue ceux qui sont présents dans la salle, sans oublier bien sûr les ingénieurs en génie maritime qui sont formés, eux, à Nantes, au sein de cette même ENSM. Parmi vos priorités figurent la transition énergétique et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous y reviendrez. Mais avant de prendre la direction de l'école, vous avez eu un rôle éminent dans la politique maritime française, puisque vous avez été conseiller puis directeur de cabinet de plusieurs ministres français, plusieurs ministres de la mer, ce qui vous vaut sans doute d'ailleurs aujourd'hui une distinction très récente, puisque vous faites partie pour la 2e année consécutive du classement Choiseul, un palmarès annuel réalisé par l'Institut Choiseul. Ce classement met en lumière les jeunes dirigeants et talents économiques de moins de 40 ans, vous venez de prendre 40 ans, qui jouent ou qui sont appelés à jouer un rôle majeur dans l'économie française demain. Et il est identifié parmi ces jeunes dirigeants et on peut l'applaudir. Donc François, ma première question, et je vous demanderai de gagner le pupitre, ma première question est, au regard de votre expérience en cabinet ministériel,
comment la puissance publique peut-elle favoriser au niveau français ou au niveau européen le développement de la croissance bleue, d'une économie bleue durable? Et puis, si vous le voulez bien, vous reprendrez votre casquette de directeur général de l'ENSM pour nous dire comment vous voyez, comment vous pouvez relever ce que Javier vient de mentionner, le défi de l'attractivité, le défi de la formation pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui veulent prendre une carrière maritime dans les années et décennies à venir. François, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci Monsieur le Président. Cher Frédéric, nous sommes chez moi, mais moi je suis toléré ici. Je suis toléré parce que le siège est au Havre et que je navigue entre les différents sites, mais nous sommes aussi chez vous, votre école de cœur d'abord, parce que vous avez été formé ici, et puis l'école dont vous êtes le président du conseil d'administration. Et on m'a applaudi, mais je pense qu'on peut vous applaudir pour tout le travail que vous faites pour la cause maritime. Je prie de croire que pour ceux qui sont étrangers et qui ne connaîtraient pas Frédéric Moncani, ça manque d'abord de culture. Il faut vraiment savoir ce qu'il a fait pour le maritime français. Et puis je peux vous le dire, c'est vrai à l'école, c'est vrai employeur, mais la question maritime ne serait pas la même aujourd'hui si vous n'étiez pas là. Alors, vous me posez la question du cabinet ministériel. Un cabinet ministériel, c'est un peu comme jouer en équipe de France. Choisissez votre sport, ça peut être le rugby, le foot. C'est un peu comme jouer en équipe de France. Alors le seul sujet, c'est que je dirais qu'en cabinet, on désapprend. On désapprend parce qu'on est submergé par le quotidien. N'est-ce pas, Catherine? Et ça a été à toutes les époques comme ça. Tous ceux qui ont fait du cabinet ministériel le savent. Moi j'ai eu la SNCM à gérer, j'ai eu Seafrance, qui s'appelait My Ferry Link, j'ai eu le Brexit, il est parti. Il me fait ça. Olivier Lenezet est parti. On a eu de grandes heures sur la pêche, et donc ce sujet submersion de la question maritime, elle nous fait oublier parfois l'essentiel. L'essentiel, c'est la capacité prospective, la capacité à se projeter dans l'après. Et vous l'avez dit, sur la question de la transition écologique, sur la question de l'adéquation entre les moyens, les compétences, la question de l'aménagement du territoire. On a évidemment maille à partir là-dessus, et je pense que ça devrait être un peu plus le rôle des cabinets ministériels. Alors moi j'avais un secret qui était d'éviter de demander des notes à l'administration. Parce qu'en fait l'administration elle n'est pas là pour répondre aux notes. Administrer, c'est pas un gros mot. Administrer, c'est une belle mission. D'ailleurs, servir plus grand que soi, c'est une belle mission. Moi, je suis très fier d'être administrateur des affaires maritimes. Je suis très fier de servir l'État. Et c'est une part d'atavisme là-dedans. Certains, d'ailleurs, dans cette salle sont un petit peu la cause de cet engagement, et je veux sincèrement les en remercier. Et je suis très fier de servir quelque chose qui est plus grand que moi. Et j'ai un éminent respect pour l'administration, et donc l'administration, c'est pas une machine à faire des fiches, c'est pas une machine à répondre le petit doigt sur la couture du pantalon à un ministre qui parfois vient juste d'être nommé ministre, ou qui n'a pas une connaissance complètement exhaustive du sujet, et qui vous dit « j'ai une grande idée, je veux qu'on développe tel ou tel axe de la politique maritime ». Moi, je me faisais fort de dire au ministre que je servais qu'il y avait une forme de permanence autour de la question maritime, parce qu'effectivement, je crois dans la politique publique de la mer. Et j'y crois d'autant plus fort que je n'y crois pas tout seul, j'y crois grâce à l'Académie marine, mais aussi au cluster maritime français, à l'Institut français de la mer, à Armateurs de France, à l'Union des ports de France. J'ai vu l'action de Bernard Masuel à sa tête à une époque. J'y crois aujourd'hui d'autant plus parce que j'ai la chance de diriger cet établissement. Et donc être en cabinet ministériel, pour ceux qui auront l'occasion de le faire un jour, je le souhaite, c'est une très belle expérience. C'est une capacité à générer un certain nombre de compétences, certes, mais c'est aussi la capacité à savoir être la courroie de transmission entre le ministre et l'administration et le secteur. Moi, je venais, quand j'ai pris la direction du cabinet d'Annick Girardin, je venais du GICAN, autant de l'industrie navale. J'ai eu Hugues d'Argentré qui a été mon prédécesseur et qui vient de quitter cette noble maison. Donc
donc entre le ministre et le secteur, donc cette courroie de transmission, et puis entre le secteur et le ministre, et donc entre l'administration aussi et le ministre. Et il faut faire passer un maximum d'informations. Alors il faut aller vite, mais un peu comme sur un bateau, à la passerelle ou à la machine, et la nécessité d'agir très vite. Donc il faut s'organiser. Il faut s'organiser tôt le matin, tard le soir, mais il ne faut pas se laisser submerger. Si vous vous laissez submerger, vous perdez peut-être 10% de votre capacité de travail réelle, mais en réalité 50% de votre efficacité. Donc je pense qu'il faut être capable de faire ça et se nourrir évidemment de tout ce qu'on nous apprend, mais sans jamais, et c'est une doctrine que j'ai, héroïser son présent. On est dans un moment important, un cabinet ministériel, c'est parfois l'aboutissement d'une vie. Certains disent je veux faire du cabinet, c'est très bien, j'en ai fait 3 fois. Bon, c'est une très belle expérience, mais c'est pas un aboutissement. C'est un passage. C'est un passage. Et c'est un peu comme quand on quitte un navire. Une fois qu'on l'a quitté, on n'est pas grand-chose pour le personnel que l'on a commandé, dans lequel on a servi. Donc il faut préserver cette humilité-là. Donc ça, c'est la réponse à la question sur le cabinet ministériel, et ça a renforcé effectivement ma croyance, ma conviction plus exactement, dans ce qui est une politique publique de la mer, et je crois beaucoup à l'adéquation effectivement entre ce que nous préparons, ce que nous administrons, et ce que le secteur économique, ce que le temps économique prévoit. C'est pour ça que je suis aussi attaché à l'école. Je suis très attaché à cette école parce que, selon la formule consacrée de Francis Van Oesten, qui est passée par ses bancs également, je n'ai pas fait l'hydro, mais l'hydro est en train de le faire, je vois là-dedans une source de développement de cette conviction. Effectivement, autour des thématiques du moment, la transition énergétique, c'est vrai, on est dans un monde de transition, l'école dans laquelle vous êtes est en transition, c'est une transition énergétique, je vais y revenir, digitale, sociétale. Vous aviez ici, dans ces murs, des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime. C'était tout ce qu'on avait, parce qu'on savait faire que ça, et c'était fait pour former des générations d'officiers de la marine marchande. Et bien on est arrivé à un autre système, avec une école nationale supérieure maritime, qui forme à d'autres choses. Dans les CREI, il y a le fluvial, dans les CREI, il y a les enjeux industriels et portuaires, et on va aller encore plus loin, je vais aller à destination des territoires. Et donc, dans ce moment-là, on vit aussi une autre transition, qui est la transition écologique, et on ne va pas attendre la STCW, l'évolution de cette convention de formation des marins, pour former nos jeunes qui sont là, qui sont brillants et qui ont choisi une très belle carrière. On ne va pas attendre l'évolution de la règle pour les former aux compétences qui sont celles prévues par le secteur aujourd'hui. Ça sert strictement à rien. Donc j'attends pas mon salut, je n'attends pas mon salut d'une convention internationale. Évidemment, elle doit évoluer, mais ça c'est pour le cadre global. Et il faut qu'on trouve les libertés pour pouvoir amener à cette transition énergétique. Et je pense que dans les propositions que vous faites émerger à destination de l'UNOC, il faut être aussi très clair là-dessus. C'est pas le droit qui fait avancer la société ou la société qui fait avancer le droit. C'est une question qui est quasiment philosophique. Il faut devancer tout ça. Et donc moi, à l'école, j'ai la chance de pouvoir le faire grâce à des jeunes qui sont toujours plus impliqués, motivés, soucieux évidemment d'apprendre des trucs qui leur serviront. Ils sont critiques sur un certain nombre d'enseignements, pas d'enseignants, parce que je ne l'accepte pas, on ne va pas critiquer ad hominem. Par contre, on peut critiquer un enseignement, évidemment. C'est très intéressant de savoir comment fonctionne un four à micro-ondes et de l'apprendre pendant 4 heures. Je pense qu'il est plus intéressant d'imaginer comment on peut faire des cours de management à la place, comment on peut réagir en situation de crise. Et ça a été dit depuis ce matin, l'économie bleue est truffée de ce type d'exemple. Évidemment, je crois aussi beaucoup, je l'ai dit, à l'adéquation. Vous évoquiez la gestion prévisionnelle des compétences. Moi, je crois beaucoup à cette idée de flotte stratégique. Je pense que les marins que nous formons aujourd'hui sont des marins stratégiques. On est dans un moment qui est particulier, je l'ai évoqué avec un peu de solennité ce matin. L'Europe, si elle veut continuer à vivre, doit pouvoir trouver, nos collègues européens le savent aussi bien que nous, une cohérence, une cohésion, deux choses différentes à l'échelle du continent et dans l'apprentissage qui est celui de la marine marchande. Alors là-dedans,
j'ai développé une idée dans le cadre d'un rapport qui a été établi par un député, Yannick Schoenvar, à la demande d'Elisabeth Borne, alors Première ministre. C'est celui du marin stratégique dans le cadre d'un contrat d'engagement qu'on proposerait pour rendre un peu plus coercitif l'intégration dans un vivier de la flotte stratégique et qui ferait que nos marins, qui peuvent faire plein d'autres choses, parce qu'en plus on a donné un diplôme d'ingénieur avec cette formation d'officier polyvalent aujourd'hui, on a donné un grade de licence avec le diplôme d'officier monovalent pont ou monovalent machine, eh bien c'est leur permettre de continuer à travailler dans le domaine maritime, mais de s'engager pour un minimum de temps au service de la souveraineté. C'était dit ce matin par le jeune homme qui représentait Deep Blue, je ne le trouve pas dans la salle, mais qui l'évoquait avec, là aussi avec beaucoup de sérieux, cette question de la souveraineté, elle est éminemment importante. Je pense qu'il faut grouper nos forces, à l'échelle nationale ce serait bien, j'attends un retour de la part d'Armateurs de France sur cette question, je pense qu'il faut l'instruire valablement, et puis j'attends qu'on puisse évidemment travailler aussi en commun avec les acteurs européens. Tout ça, ça fait déjà des facteurs, Monsieur le Président, de souveraineté. Ça fait des exemples en matière de transition. Mais ça ne rend pas l'école attractive. Ça ne rend pas le secteur de l'économie bleue attractif. Dans un moment où on est en concurrence. C'est-à-dire que l'économie bleue aujourd'hui, elle est en concurrence pour les jeunes que vous avez ici, avec le secteur du nucléaire, avec le secteur de l'aéronautique, avec le secteur de l'automobile, parce que c'est des jeunes, pour certains, ingénieurs, pas toutes les formations, mais qui font ce choix. Alors ils le font par passion. À une époque, on rentrait à l'école par le biais d'un concours, c'était plus simple. À certaines époques même, il y avait autant de candidats que de places. C'était encore plus simple. Parcoursup, qui est un système qui nous a apporté un peu plus de candidats et qui est allé plus démocratiquement à l'échelle de tous les territoires, a permis d'abonder ce vivier de candidats. Alors c'est pas un système parfait. Le Premier ministre en a d'ailleurs fait une question de principe, puisqu'il a demandé à revoir le dispositif, parce que je demande, comme dans tout, je suis une personne très simple, c'est vraiment de la stabilité. Il faut qu'on puisse s'approprier cet outil. Parcoursup, c'est un dispositif qui nous permet d'avoir un peu plus de temps. Et donc là-dedans, l'école essaye de se démultiplier. Mais elle ne peut pas le faire tout seul. Elle le fait grâce à une action résolue de tout le secteur. Je veux remercier une nouvelle fois la Fédération nationale du mérite maritime, mais également l'association Hydros, qui est l'association des anciens de l'école. Et l'école, elle s'est diversifiée aussi grâce à la construction récente, à la demande du conseil d'administration, pour diversifier ses ressources. C'était une demande dans le cadre du doublement dont je vous ai parlé tout à l'heure du nombre d'officiers diplômés par l'école en 2021. C'était une demande de développer les ressources propres de l'école grâce à la fondation qui a été créée en début d'année 2023. Le président du conseil de gestion de la fondation, Colomban Meunier, est un des meilleurs ambassadeurs de cette école, puisqu'il en est lui-même issu, comme vous, Frédéric, et œuvre au quotidien pour promouvoir cette action sur les réseaux sociaux, pour faire parler cette école. Et puis on est allé jusque dans les territoires. Je parle des équipages promotionnels. C'est très simple, un équipage promotionnel. C'est aller dans un collège, dans un lycée, pour parler de son métier. Et ce qui compte là-dedans, c'est de le processer un petit peu, cet équipage. C'est de faire que le jour où je partirai, pour être remplacé par quelqu'un sans doute de bien meilleur que moi d'ailleurs, ce process doit pouvoir continuer à exister. Tous les lycées, tous les collèges, toutes les personnes qui de près ou de loin s'intéressent à la question maritime et qui souhaitent pouvoir présenter les métiers de la marine marchande et de l'ingénierie en génie maritime doivent pouvoir profiter de ces équipages promotionnels. Et ça, c'est un financement qui est permis grâce à la Fondation, qui est permis grâce à cette nouvelle ressource propre dont on dispose, et on veut aller sur tous les territoires. Je suis très heureux qu'on aille à Strasbourg. Strasbourg, la directrice du port de Strasbourg, c'est l'ancienne directrice d'affaires juridiques du port de Marseille. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la promotion du maritime, elle est même membre de notre conseil d'administration, Claire Merlin. Mais il faut qu'on aille à la rencontre de ces territoires, qu'on crée des vocations. Donc l'attractivité, elle se mesure aussi comme ça. Et puis on le fait autour de grands projets qui sont prévus par la Fondation, qu'on peut revoir, une mini-série sur la marine marchande, la promotion
chorales. Évidemment, ce sera à Marseille entre le 23 et le 27 septembre un événement qui s'appelle Hydro Contest et qu'on veut renforcer, qui est porté par une enseignante du site, Caroline Ponce, ou encore la formation en continu qu'on pourrait faire partout dans le monde. Voilà, en réponse à vos deux questions, comment finalement le cabinet a pu me servir à renforcer ma conviction maritime, à renforcer aussi ma conviction, je le répète, de servir quelque chose de plus grand que soi, et comment les facteurs d'attractivité sont nombreux, ceux de la souveraineté, ceux de la décarbonation, je vais pas parler de la digitalisation, je pourrais en parler, et comment l'école, parce que j'aimerais que vous gardiez ça à l'esprit, vous les participants à ce colloque, et je remercie encore Jean-Emmanuel Sauvé d'avoir eu cette idée. L'hydro, c'est très important, l'école nationale supérieure maritime, l'école nationale de la marine marchande, l'école de la marine marchande, l'hydro, c'est très important, et elle doit pouvoir être un pilier dans la politique publique de la mer, que j'ai eu l'honneur, et que je continuerai à avoir l'honneur de participer à construire à mon niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup François, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir fait quelques propositions. On y reviendra peut-être en fin de cette table ronde. J'ai entendu parler de flotte stratégique, j'ai entendu parler de formation aux enjeux de demain, j'ai entendu parler d'engagement des jeunes générations sur l'économie bleue, où que ce soit sur le territoire. Et donc je crois que ce sont des points qu'il faudra regarder. Et merci aussi d'avoir été parfaitement respectueux de l'horaire. Notre troisième intervenant, Jean Zamtini. Jean, vous êtes également issu de cette école, comme nous sommes quelques-uns ici dans la salle. Il faut croire que la formation de la marine marchande n'est pas si mauvaise que cela. Et comme beaucoup d'entre nous, bien sûr, vous avez navigué, et puis vous avez eu peut-être la révélation, je ne sais pas, vous nous le direz. En tout cas, vous êtes l'un des tout premiers à avoir cru en la révolution véhique dans le transport maritime. Revenir à ce qui se faisait au siècle passé, avoir des navires à voile, mais évidemment avec les technologies d'aujourd'hui. Vous êtes un véritable pionnier en la matière. Alors je vais vous demander de nous mettre dans le concret, de nous présenter bien sûr ce projet qui maintenant n'est plus qu'un projet puisque ça flotte, c'est une coque en acier. Donc de nous présenter votre projet de Neoline, et puis bien sûr peut-être de dézoomer, et puis bien sûr de nous parler des bénéfices environnementaux, des réductions d'impact que ce type de navire peut apporter, mais peut-être aussi les difficultés, car je sais pour vous suivre depuis longtemps qu'elles sont nombreuses, les difficultés que vous avez dû affronter sur ce chemin. Jean, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour Monsieur le Président de l'Académie, cher Jean-Emmanuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc je suis ravi de pouvoir m'exprimer effectivement dans cette école dans laquelle j'ai étudié dans les années 2001-2005. Donc je vais vous parler effectivement de Neoline, donc, qui est un projet d'armateur. Qui est avant tout une aventure collective. Je vais aussi dire qu'on est 9 cofondateurs dès le départ, donc, avec plusieurs générations, notamment Philippe Vidot qui a aussi cofondé avec Jean-Emmanuel Ponant, avec Michel Perry, avec Paul Le Bihan, Eric Gamotti, mais aussi des collègues de ma génération, Guillaume Péan, Adrien Simonet. Donc c'est important de dire justement que dans la création d'entreprise aussi, il y a de la passation de témoins. Je veux citer aussi le rôle du programme BLM, sur lequel j'ai eu la chance d'embarquer, donc patrimoine vivant du passé français, maritime et vélique. Et donc on voit là l'origine, la matrice d'un projet comme celui de Neoline, c'est-à-dire des navires du patrimoine qui ont été des navires de charge au départ, des innovations qui ont lieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, comme Ponant, comme Club Med 2, et qui donnent après Neoline. Donc tous ces cailloux, toutes ces réalisations ont permis d'avancer et nous ont nourris à chaque étape. J'en viens donc à Neoline. Donc Neoline,
C'est une société qui a été créée en 2015, donc qui propose de développer un transport de fret avec pour ambition de rentrer dans les limites planétaires, c'est-à-dire vraiment d'essayer de se rapprocher du zéro émission, mais pas que, tout en restant dans un cadre de service compétitif industriel. Voilà. C'est vraiment ce qu'on essaye de démontrer, ce qu'on essaye de pousser, donc être à la fois cohérent par rapport à ces lignes planétaires, réaliste sur ce qu'elles sont. On peut malheureusement pas trop négocier avec elles, en tout cas pas à notre échelle, mais aussi être cohérent par rapport à l'économie qu'il y a derrière, qui sous-tend le shipping. Et notre premier projet, donc, c'est un projet de navire, un neoliner 136 mètres, c'est un navire roulier à voile, qui a pour objet de réduire de plus de 80% la consommation de carburant sur la ligne sur laquelle il est prévu, en transatlantique nord, et donc qui est un navire de charge qui n'est pas très grand, mais qui est à l'échelle déjà de navires qui existent également en propulsion classique. Alors ce projet, il a été, Frédéric l'a dit, il a eu une longue genèse, hein, puisqu'on y réfléchit depuis 2011, la société a été créée en 2015, donc il a fallu évidemment construire la proposition technique, il a fallu trouver des partenaires industriels, des partenaires évidemment chargeurs, trouver quels clients pourraient être adressés. On a fait évoluer le design pour répondre aussi à leurs besoins et puis trouver des partenaires financiers. Donc je vais les saluer ici. Et donc le premier partenaire privé donc, qui nous accompagne sur ce projet, qui est financeur de ce premier navire notamment, c'est AMA-CGM. Qui a participé à ce projet, donc je les remercie énormément. Il y a également ADEM Investissement, donc c'est aussi important de rappeler que le rôle et l'implication qu'a eu le public là-dedans. Notre société à nous, Neoline Développement, qui a reçu aussi des financements, notamment je vois de Mer Invest, je vois Philippe Renaudin ici. Donc c'est vraiment une construction globale. Il y a également Corsica Ferries qui a participé, donc un armateur bien connu ici, et également un chargeur de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque ce navire ira à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le financement a été réalisé comme un financement de navire classique, c'est-à-dire avec 75% de dette, qui a été réalisé notamment par le CIC, accompagné de BPGO et de Banque Palatine, et qui a pu se faire grâce à une garantie, là aussi, de la BPI, une garantie des projets stratégiques. Et c'est très important de souligner le rôle qu'a pu avoir, le rôle catalyseur qu'a pu avoir le public sans subvention. On ne parle pas de subvention, on parle d'investissement, on parle de garantie, donc on achète un produit d'assurance. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi. C'est important de le dire. Alors, ce projet, comment on y arrive? Pardon, je vais essayer de revenir. Voilà. Elle ne marche pas. Merci. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de l'usage du vent pour propulser les navires, évidemment historiquement, mais même du renouveau de cet usage. Et on peut distinguer deux types de façons de faire. Il y en a une qui concerne surtout la propulsion auxiliaire, c'est-à-dire l'installation de systèmes de propulsion par le vent sur des navires existants ou futurs, mais de façon auxiliaire, où là on cherche à impacter le moins possible l'opération du navire et réduire le plus possible sa consommation de fuel. Et ça, moi je suis convaincu que ça va se développer et se généraliser. Aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de construire un navire de charge dans beaucoup de cas, pas tous, mais quand même dans une majorité de cas. Je pense que la propulsion auxiliaire doit faire partie demain de la construction de tous les navires. Mais il y a également la possibilité d'utiliser le vent comme une propulsion principale, c'est-à-dire vraiment d'en attendre un maximum. Ça, c'est encore pas possible partout. Il y a peu de sociétés qui le font. On est quelques-uns en France à porter ça. Et Neoline donc, en fait partie. Et ça veut dire des navires neufs, des navires conçus pour ça, mais aussi une opération qui est conçue autour de ça. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, dans notre cas, comment on fait pour diviser par 5 la consommation de fuel? On s'appuie principalement sur deux piliers. Le premier, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Ça, c'est vraiment important. Ça a été porté aussi même par des armateurs historiques. C'est le fait de réduire notamment la vitesse commerciale. Dans le cas d'un navire de 136 mètres, en passant de 15 nœuds à 11 nœuds pour un même trajet, on divise par 2 le besoin d'énergie. Alors c'est facile technologiquement, bien sûr. Opérationnellement, évidemment, il faut construire les choses autour de ça. Et évidemment, il faut que la machine soit adaptée à ce type de vitesse, qui n'est pas toujours le cas sur des navires existants.
Ensuite, une fois qu'on a réduit la vitesse commerciale, eh bien, on va pouvoir utiliser le vent de façon plus efficace, mais c'est un vent du XXIe siècle. C'est un vent qui est aujourd'hui révolutionné, et révolutionné par une chose principale, qui est là aussi matricielle, c'est la météorologie et le routage. Voilà, c'est très important de dire pourquoi on ne pouvait pas faire ce type de projet avant, et pourquoi on peut le faire aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, on est capable de prédire avec une meilleure précision sur plusieurs jours quelle va être l'évolution du système climatique, et on est capable de simuler le navire qui se déplace. Ça a été expérimenté pendant des années à la course au large. Aujourd'hui, c'est extrêmement répandu, efficace. Même, ça se met en place beaucoup sur des navires en propulsion classique. Et donc, c'est ce qui permet à la fois d'aller chercher un maximum d'énergie du vent sur le trajet, en s'éloignant de la route directe, mais aussi de respecter son horaire, son ETA. Et je veux ici parler de l'ETA un petit peu parce que je disais avant qu'on cherche à rentrer dans les limites planétaires tout en étant industriel. Pour nous, être industriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses principalement. Transporter du fret dans les standards de la logistique, c'est-à-dire transporter des conteneurs, des marchandises foulières, comme ça se fait d'habitude, mais aussi respecter son ETA. On peut réduire la vitesse, mais par contre, on doit être ponctuel, et ça, c'est extrêmement important. Le rôle de l'équipage, il est évidemment central dans tout ça, parce que c'est le bord qui a la responsabilité de la sécurité, de l'engagement commercial, et donc il faut qu'il soit en permanence capable de prendre les décisions. Chez nous, petite compagnie qui débutons, c'est là qu'est le centre d'expertise. L'idée, c'est de leur amener un maximum de choses pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions, chercher la performance, mais sans mettre en danger évidemment la sécurité, mais aussi l'arrivée commerciale. Et donc on a calculé, on a simulé pour l'instant que à peu près 60 à 70% du besoin d'énergie pourra être amené par le vent. Il reste évidemment un besoin d'énergie par l'hélice ou par des générateurs pour la production d'électricité à bord, pour maintenir justement cette ETA quand il n'y a pas de vent ou faire les manœuvres portuaires. Dans un premier temps, on est sur du gasoil, on n'utilise pas du fioul lourd, mais on va tester aussi l'hydrogénération. On pourra connecter avec un pack de batterie. C'est l'idée là aussi d'aller plus loin vers le zéro émission. Dans le futur, on pourra imaginer passer sur d'autres carburants, des carburants décarbonés. Et ce qui est important de noter, c'est que le principal pour nous, c'est de travailler sur la sobriété, puis l'usage du vent, et c'est seulement à la fin qu'on réfléchit sur comment on remplace les carburants. Et je pense que c'est quand même une image de la voie qu'il faudrait suivre pour rentrer dans les limites planétaires. Alors qu'est-ce que ça permet en termes de réduction d'impact? Ben, ça permet pas mal de choses. Donc à droite, là, vous avez différentes valeurs sur lesquelles je vous propose nos simulations par rapport à une évaluation de ce qui se fait aujourd'hui. Donc en émissions de gaz à effet de serre, donc en grammes de CO2 par tonne kilomètre, en émissions de soufre, en émissions azotées et en émissions de particules fines. Donc vous voyez que cet élément-là, on parle vraiment de réduction très très forte par rapport à des navires de notre classe. Alors bien sûr, ces chiffres, ils sont très sensibles à beaucoup de choses. Ils sont sensibles au fret qu'on emmène, au type de trajet qu'on fait, etc. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de l'ambition. La deuxième colonne, c'est ce qu'on vise avec le navire qu'on construit à sa mise en service, ou quelques mois après, une fois que l'équipage saura en tirer le maximum. Et puis ensuite, c'est comment on veut évoluer. Donc avec l'adjonction du pack de batterie, on espère aller sur la colonne, la troisième colonne, et puis dans une version future, atteindre vraiment quelque chose de très très sobre. Mais la réduction d'impact, ce n'est pas que ça. C'est aussi la réduction des risques de pollution maritime, puisqu'on va transporter moins de fuel à bord, donc à peu près 5 fois moins que sur un navire classique. Donc si demain il y a un échouement, eh bien il y a moins de risques de pollution. On utilise des fuels qui ont moins d'impact. On a banni le fuel lourd. Je pense que c'est là aussi quelque chose qui devrait pouvoir se développer. On n'utilise pas d'épurateurs de fumée qui conduisent à la production de solutions acides. Il y a également, en allant moins vite, des réductions de collisions avec les mammifères marins. Donc ça, c'est intéressant. Une réduction également très forte d'émissions de bruit sous-marin, dont on pense que cela exerce une pression très forte sur la biodiversité marine. Et enfin, il y a un sujet très intéressant à tirer, c'est le sujet des infrastructures portuaires et de ce qui se passe à terre. Avec des navires plus petits, l'avantage c'est qu'on peut aller au plus près de nos chargeurs. On peut viser des hinterlands plus petits. Et donc on ne va pas se mettre en concurrence directe avec les grandes lignes, mais plutôt en complément de la logique de hub pour créer des liaisons plus directes et travailler avec des chargeurs locaux qui vont faire des économies sur le pré-acheminement, des économies sur le post-acheminement terrestre, et là aussi il y a énormément de gisements de réduction d'impact, tout en
pouvant du coup regagner en termes de transit time, regagner également en termes de prix, puisqu'on est un petit navire, donc on a un sujet d'effet d'échelle. Le fait d'utiliser des infrastructures secondaires, c'est intéressant aussi, puisqu'on réduit le besoin d'artificialisation des sols, puisque les très grands hubs donc, sont très consommateurs, y compris en termes de dragage. Donc voilà un petit peu une vision générale de ce qu'on vise avec ce type de projet. Évidemment, c'est un navire pilote, c'est un exemple, et il a vocation demain, si possible, à faire des petits. Ce navire, il va être mis en place sur une ligne qui va relier Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax. Nous avons déjà des clients pour l'aller, notamment, on est quasiment plein, avec notamment Beneteau, Manitou, Incy, Longchamp, La Fournée-Dorée, et j'en oublie. Donc des chargeurs de l'Interland local autour de Saint-Nazaire qui exportent vers les États-Unis. Mais il y a également l'archipel de Saint-Pierre-Miquelon pour lequel on va créer un vrai raccourci sans lien avec l'Hexagone, parce qu'aujourd'hui on est sur plus de 20 jours pour faire venir du fret depuis l'Hexagone sur Saint-Pierre-et-Miquelon, et demain avec nous ce sera 8 jours. Donc c'est évidemment là aussi quelque chose d'intéressant, ce type de projet, de l'intégrer dans un contexte bien précis. Sur les slides suivantes, je vais vous présenter plus des choses, des photos récentes de la construction qui est en cours, donc qui s'approche de la fin. Le navire est en construction en Turquie, au chantier RMK Marine, mais il y a à peu près 40%, 35 à 40% de la construction qui est réalisée par des entreprises françaises, au premier rang desquelles Chantier de l'Atlantique. Donc vous avez là un petit peu des visions juste avant la mise à l'eau. Sur la slide suivante, vous avez des photos juste après la mise à l'eau qui a eu lieu le 31 janvier dernier. Donc vous voyez le navire à l'eau. Il manque encore les mâts. Vous voyez la base des balestrons en bas. Et puis sur les dernières, vous avez les photos de la pose du premier mât qui a eu lieu hier. Donc c'est vraiment du live. Donc vous voyez là, ce sont des mâts en carbone qui font 66 mètres, qui sont réalisés en Pays de la Loire et en Bretagne, et qui ont été donc amenés jusqu'au chantier en Turquie. Vous voyez évidemment la taille de la grue qui est nécessaire de mettre en place pour le poser à bord. Il faut imaginer que ce système de mât nous porte un tirant d'air de 90 mètres de haut lorsqu'ils sont érigés. Ça permet de porter 3000 m² de voile pour propulser ce navire. On a également des antidérives qu'on ne voit pas là, qui permettent là aussi d'améliorer la performance au près. Ces mâts sont rabattables, ils pivotent de 70 degrés pour pouvoir passer sous les ponts et réduire notre tirant d'air, donc qui passe de 90 mètres à moins de 42 mètres. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, et je vous remercie beaucoup de votre attention, et si vous avez des questions, Merci beaucoup Jean, c'était passionnant. J'ai retenu 2-3 idées, par exemple de décloisonner. Il est important que dans cette même filière, les marins pensent à des choses. Et enfin, voilà, tu illustres parfaitement le marin de la marine marchande qui devient un entrepreneur. Mais nous avions un grand exemple avec notre président de l'Académie de Marine. Tu illustres aussi le savoir penser en dehors de la boîte. Je crois que c'est important. Avec, j'ai bien aimé ce vent du 21e siècle. Je me suis un peu demandé ce que c'était, mais j'ai compris, et effectivement, ça révolutionne la chose, tout en ne faisant pas de rupture technologique. Là aussi, tu as parlé de l'utilisation des standards habituels de la logistique. Et je pense que c'est important parce que c'est vraiment la notion de transition et non pas de saut dans l'inconnu ou de grand soir. Avant de passer la parole libre à la salle, je dirais, nous avons 3 intervenants de la salle qui ont souhaité pouvoir apporter un complément d'information en quelques minutes chacun, ou poser des questions à nos intervenants. Et donc je vais demander tout d'abord à Marc Van Petegem qui doit être là-bas. Marc, eh bien voilà, c'est Marc, je crois qu'il est inutile de présenter Marc Van Petegem, tout le monde le connaît, c'est un architecte naval qui est sur tous ces projets. Marc, vous avez souhaité nous apporter un peu un complément. Oui, bonjour à tous. Oui, peut-être sur le rôle de l'architecture navale dans tous ces changements qui interviennent. Au sein de VPLP, on a gagné la Coupe de l'Amérique en 2010. C'est un dessineur bateau qui a gagné la Coupe de l'Amérique en 2010, qui avait à la place d'un gréement traditionnel une aile comme une aile d'avion rigide. Et on s'est dit qu'à partir de ça, si on était capable d'automatiser, d'adapter en fait ce gréement aux contraintes du monde maritime, on était peut-être
en mesure de contribuer à la décarbonation. Donc on a créé une société qui s'appelle Ocean Wings, qui développe ses ailes. Premier prototype, premier exemple, premier prototype c'était sur Energy Observer. Ensuite, le premier de série, c'est sur le cargo canopé qui transporte les éléments de la fusée Ariane des Fonds européens Kourou, que VPLP a dessiné. Et voilà. Et on se rend compte que il y a, vers 1830-1850, on a mis des machines à vapeur sur des bateaux à voile. On a gardé les voiles parce que si on mettait tout le charbon nécessaire à la traversée, il n'y avait plus de capacité d'emport possible de marchandises. Et donc, finalement, on a hybridé dans un sens les bateaux à l'époque. 2 siècles après, on commence à faire, et j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite que ça, je suis tout à fait d'accord avec Jean là-dessus, bravo à eux. On hybride dans l'autre sens. On hybride dans l'autre sens, mais sur des bateaux qui ne sont pas du tout, enfin, sauf peut-être dans le cas de Neoline, en général, pas faits pour ça. Et donc, l'architecte naval, avec le recul qu'il a, est capable de réadapter à la fois les formes de coque, la propulsion principale, les tours moteurs, pas d'hélice, la forme de coque, les appendices, à ce que l'ensemble soit cohérent et satisfasse vraiment, enfin, donne vraiment des économies d'énergie très au-delà de ce que le vent amène. Enfin, il y a vraiment une interaction forte. Ça, c'est un premier point. Aussi, d'un point de vue, je pense, de l'architecture navale, qui a les yeux ouverts sur le monde, je vais parler d'un petit projet d'un projet, pas petit, qu'on a développé, qui s'appelle le Navire Avenir, qui est un navire destiné, premier abord, au sauvetage en haute mer, et qui, en regardant les événements, que ce soit géopolitiques ou les crises climatiques, on s'aperçoit qu'un bateau comme ça, qui peut accueillir 350 personnes, et qui a un centre de soins à bord assez important, et qui a aussi la capacité de fournir une cuisine, une nourriture de l'urgence, des bateaux comme ça seraient très utiles en cas de crise climatique. Je pense à Mayotte, en cas de conflit, Gaza. Enfin, je pense que ce sont des bateaux qui répondent à des besoins qui deviennent malheureusement de plus en plus actuels. Voilà. Architecte naval, c'est un peu tout ça. Merci. Merci Marc, et merci aussi de nous fournir le prétexte, je dirais, pour passer la parole à Peter Thomson, qui est de l'Académie de marine de Suède, puisque quand vous évoquez effectivement ces navires de secours, je crois que ça serait là aussi peut-être quelque chose qu'il faudra mettre dans un coin de la tête de nos dirigeants à l'UNOC. C'est que compte tenu, comme vous venez de le dire, du contexte géostratégique, géopolitique, on en aura peut-être malheureusement besoin de plus en plus. Et donc c'est sans doute quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Peter Thomson, vous avez la parole. Merci. Donc tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants de cet atelier et de tous les ateliers d'aujourd'hui. C'est pour de très belles interventions. Ça a été un plaisir de vous écouter. Et donc je suis le capitaine de frégate Peter Thomson de la marine suédoise et également membre de l'Académie de marine de Suède. Et sur ce sujet de économie bleue, je dois mentionner que ma première profession était en finance, donc c'est un lien au sujet. Et ce dit, et pour équilibrer un peu parmi les langues, je reviens ou je passe à l'anglais. Donc peut-être que ça équilibre un tout petit peu. Earlier today, Dr. Brake brought up the subject of security with regard to marine protected areas. Now, security ties in very closely with economy as well, and I'd like to take the Baltic Sea as the example. It is a narrow and shallow sea space or water space. It is highly dense with infrastructure and shipping, and it would be defined as one of the congested, competitive, and contested areas of the world. It is also the home of the Russian Baltic Fleet and of the sanctions evading Shadow Fleet.
And I suppose now it's most famous for a number of accidents, or so-called accidents, where anchor dragging has cut several undersea cables, in addition to other hybrid activities. And this is why I'm bringing this, because it is often said that you may not be interested in war, but war is interested in you. And considering UNOC 3, I think it's ever more clear to us day by day that efforts such as the Oceans Conference fall within a frame of a rapidly deteriorating global security situation. And we have to take that into account. This is why I argue that environment, economy, and security are intrinsically linked. We cannot consider one without taking the other two into account. So hence my question to the panel is, do you consider our policymakers to be sufficiently aware of this link? And I suppose this goes to you, Mr. Lambert, primarily. Do you consider our policymakers, and please venture beyond France as well if you can, to be sufficiently aware of the link between environment, economy, and security? And actually, furthermore, if they are they capable of safeguarding our environmental and economic issues and interests facing states that are acting out of their individual power ambitions rather than the mutual concern for the oceans that we would hope the conference would focus on? Thank you. Thank you very much for this question. We'll pass special mic to François. But thank you very much for having said this word, and I think it just remind me, je passe en français, je me souviens que cette conférence de l'UNOC a été annoncée à Brest en 2022 lors du One Ocean Summit. Et à Brest en 2022, nous étions 4 jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et personne ne parlait le même langage que nous parlons aujourd'hui. Je crois que c'est important aussi d'avoir ça en tête. François. Merci, commandant, pour votre question. Moi, je vais faire un comeback un petit peu avant. Qui se souvient de ceux qui ont inventé la politique maritime intégrée? Ce sont les Grecs. Les Grecs ont inventé la politique maritime intégrée. C'est Maria Damanaki, dans le cadre de la présidence Barroso, qui avait initié cette réflexion. La politique maritime intégrée, c'est la capacité qu'on a à l'échelle d'un territoire à aménager et à considérer le territoire comme un seul et même problématique. Je crois beaucoup à cela, je l'ai dit tout à l'heure sur la cohérence de la politique maritime, c'est concentrer différents enjeux économiques, sociaux, environnementaux à l'échelle d'un même territoire. Si ce sont des Grecs, ce sont des gens qui sont préoccupés par une situation qui est celle de Chypre, et qui dit Chypre dit Turquie. Et quand on considère la problématique au prisme de la mer Baltique, au plan géopolitique, cette invention n'est pas complètement neutre. Alors de là à dire que la protection environnementale n'est qu'un prétexte, je n'aurai pas cette provocation, mais il y a quand même fort à parier que ce sont des enjeux de défense qui, au départ, ont amené à ce consensus qui a pu émerger entre une ancienne opposante au régime des colonels et une commission qui n'était pas connue, no offense à José Manuel Barroso, mais qui n'était pas connue pour son gauchisme. C'est une commission qui était assez libérale. Et donc ils se sont entendus sur cette définition qu'est la politique maritime intégrée, je crois, aussi sur des questions de défense. Alors, la question que vous posez, elle va encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que, est-ce que, au prisme de la considération de ces enjeux économiques et au motif que ces enjeux amèneraient à préserver nos intérêts souverains, on pourrait aller vers, finalement, une paix perpétuelle, ou j'entends dire, une démarche partenariale. Ça, c'est l'histoire de la France. C'est l'histoire de la France avec l'Allemagne. La France et l'Allemagne se sont fait la guerre. Ça a amené une guerre mondiale. 4 ans après,
c'était le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et qui était fait sur des intérêts économiques. Donc quand je partage mon intérêt économique, je n'ai aucune raison d'aller vers la guerre. Et ça a amené ensuite à une intensification de cette relation. La Communauté européenne est née comme ça, avec le Benelux, avec l'Italie, mais autour de pays qui ont bien compris que cet intérêt, cette communauté d'esprit, elle ne pouvait passer au départ que par une mise en commun de ces enjeux stratégiques qui étaient à l'époque le charbon et l'acier. Alors je crois beaucoup à ça au niveau maritime. Et j'y crois d'autant plus, madame, pour des questions environnementales. Parce que, Catherine, tu l'as défendu pendant de nombreuses années, l'océan est un bien commun. Donc si on dépasse l'idée, au plan philosophique, que la marchandisation dont je faisais mention, peut-être, finalement, cette idée, elle peut être remplacée par un enjeu qui est plus grand que nous, et je reviens à mon argumentaire précédent, et l'océan comme bien commun, le grand fonds, l'autorité internationale des fonds marins, le travail qui est fait aujourd'hui autour de la protection des océans, et ben cette mise en commun peut, je le crois, je ne pense pas être complètement naïf, amener à l'idée, je n'ai pas dit à la, mais à l'idée de paix perpétuelle qui était chère à nos penseurs européens. Merci François. Donc une autre intervention de Fanny Pointé qui représente l'association Transport et Environnement qui est très au fait de la décarbonation et de la transition énergétique du secteur maritime. Madame, nous vous écoutons. Bonjour à tous, à toutes et tous. Donc Transport et Environnement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes l'organisation leader de la décarbonation des transports en Europe, et donc qui dit décarbonation des transports dit aussi décarbonation du maritime. Nous, on fait essentiellement de l'activité de plaidoyer auprès des institutions européennes et des pouvoirs publics aussi en France et dans d'autres pays européens sur ces questions-là. Je voulais intervenir déjà pour remercier les intervenants, essayer de faire un lien avec l'UNOC. Le transport maritime durable est à l'agenda de l'UNOC cette année, qui aura lieu en juin, mais avant ça, en avril, on a d'autres négociations internationales très importantes sur le transport maritime durable, et elles vont se passer à l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, qui va décider des mesures économiques et techniques pour décarboner le transport maritime sur les décennies à venir. Et c'est là, en fait, où les dés vont se jeter, donc d'ici quelques semaines à peine. Donc ma question, c'est de savoir quel va être le rôle de l'UNOC, au final, sur les questions de transport maritime durable, puisque tout se sera joué 2 mois auparavant, en avril, à l'OMI. Il faut savoir que derrière ces questions de transport maritime durable, on a des enjeux non seulement climatiques, mais aussi technologiques, énergétiques, de savoir quelles vont être les énergies dans le transport maritime, où est-ce qu'on va les produire, et il y a aussi un enjeu qui a été souvent rappelé depuis ce matin, de souveraineté. S'émanciper de ces énergies fossiles, c'est aussi réduire notre dépendance aux exportations d'énergie fossile de certains pays exportateurs qui peuvent aujourd'hui représenter une menace pour l'Europe. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont au cœur de l'économie bleue, mais qui sont aussi plus largement au cœur des questions de transition énergétique et de réindustrialisation de l'Europe. Voilà mes questions pour les intervenants, d'essayer de tisser un lien entre ces négociations de l'OMI, les discussions d'aujourd'hui et ce qui va se faire à l'UNOC dans 2 mois. Merci. Merci de votre question. Alors, qui prend la réponse? Jean? Merci, je vais tenter d'apporter une réponse au moins partielle. Alors, concernant les négociations à l'OMI, effectivement, elles sont assez cruciales. Je crois que ça fait aussi lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas opposer les horizons. On a besoin de tous les conjuguer. Et c'est évidemment impossible de faire de la transition environnementale dans un contexte de guerre. Ça veut rien dire. Donc il faut faire tout pour éviter ces confrontations, mais en même temps il ne faut pas être naïf, il faut savoir que la transition énergétique, enfin le réchauffement climatique, c'est aussi ça.
en fait. C'est aussi des traductions qui se passent, c'est-à-dire justement un monde plus dangereux, un monde avec la brutalité qui se passe, et donc si on veut traiter, on doit traiter les symptômes et les causes. Mais une des causes, c'est pas la seule, je ne veux pas dire que c'est la cause unique, bien sûr, mais une des causes, et une des causes qui va prendre de l'importance à l'avenir, tous les scientifiques nous le disent et les rapports le répètent tout le temps, c'est quand même le changement climatique. Donc il est très très important de continuer à porter les réglementations qui sont aujourd'hui ambitieuses. Je remercie le travail de Transport et Environnement pour ça. D'ailleurs, on aimerait aussi que le VELIC soit mieux représenté d'ailleurs et mieux reconnu. D'ailleurs, c'est un travail qu'on mène aussi au niveau de l'OMI, avec notamment notre association Winship, mais aussi l'International Winship Association avec Gavin Allwright. Et donc on sera notamment présents, nous Neoline, avec l'État français, en avril auprès de l'OMI pour essayer de pousser notamment la notion de prix carbone au niveau du transport maritime pour qu'on renforce encore les incitations à bouger pour les armateurs. Donc je pense que l'OMI, c'est quand même aussi une preuve, enfin c'est quelque chose qui est international, qui marche bien, c'est le multilatéralisme, ça travaille sur l'ensemble de la mer, donc dans le monde maritime on bouge peut-être un peu plus doucement que certains autres mondes, mais quand on bouge ça peut avoir une portée vraiment générale. Et ça c'est quand même un bel exemple, c'est-à-dire que si c'est un succès au niveau de ces négociations, bah, ça donnera aussi de l'énergie au niveau de l'UNOX, ça pourra servir d'exemple je pense pour pousser ces sujets-là plus largement au niveau international. Merci Jean. François, Ravir, après il nous reste 10 minutes, il y a encore 2-3 questions dans la salle. Donc, très rapidement pour aller dans ton sens, moi je suis assez d'accord avec le fait que l'OMI doit aider l'UNOC à se projeter. Le cadre de l'UNOC est sans doute beaucoup plus large. J'aimerais juste interpeller l'assistant sur la confrontation entre la réglementation européenne et la réglementation internationale. Je pense qu'elle est mortifère. Et j'ai appelé à plusieurs reprises de mes voeux le fait que l'Union européenne soit capable de jouer sa partition, certes, mais qu'on ne soit pas complètement prisonnier non plus de débats qu'on s'impose nous-mêmes. Il ne faudrait pas aller dans l'excès de ce qu'on a évoqué, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, d'intérêts économiques qu'on a croisés et qui deviennent, puisque c'est un mois qui est consacré à la lutte contre la bureaucratie, une bureaucratie qui soit un carburateur à l'anti-évolution. Donc l'OMI là-dessus est un cadre stable qui existe depuis les années 60, qui a plusieurs conventions internationales à son arc. Et moi j'attends évidemment mon salut maritime, plus de l'OMI que de l'Europe, dans le cadre de négociations, où l'Europe a tout son rôle à jouer. Mais il ne faut pas que ça vienne dédoubler l'action de l'Organisation maritime internationale. Sur le soufre, ça a été la problématique. On a perdu du temps, alors que la réglementation a été extrêmement claire, et on a voulu se différencier à l'échelle européenne. Donc je vous espérais effectivement que ça va aller dans ce sens-là, et qu'on ne perdra pas de temps. I would like to link this question with the decarbonization of the fishing fleet in the European Union and in the world. If we take the data provided by UNCTAD, United Nations Conference for Trade and Development, the whole fleet of the world, 4.1 million vessels, represent around or between 0.1 and 0.5% of the CO2 emissions in the world. If we go to the European Union vessels, around 80,000 vessels, we represent like 0.01% of the emissions in the world. So that means that if all the fleet in the world disappeared, the fishing fleet, the impact on CO2 will not be so high, the reduction. That's one thing. So when we talk about the decarbonization of the fleet, I think we have to have the correct dimension of the problem. The second issue, if we talk about the European Union, we have three main problems. One, well, the European Union and in general. One, we don't have yet a technological energy source different than the traditional fuel that can be good and viable, profitable for all the type of gears that we have and all type of vessels. We have winds, we have ammonia, we have hydrogen, but they are not fit for all the vessels. And this is something that we need to take care of. We need to invest a lot. We, the European Union in general, we need to invest a lot in this. Second, we have a legislative problem, regulation problem. We have capacity ceilings. We cannot have right now bigger vessels to, for instance, include some
hydrogen or ammonia that need bigger vessels to have them on board. And 3, we need infrastructures. Whenever we have the energy source that we need, we don't only need it in Europe, we need it all over the world, because we are fishing all over the world, in the Indian Ocean, Pacific, Atlantic, etc. So it's not an easy task. We are committed with that, but it is not an easy task. Thank you, Javier. Alors je vous avais prévenu, je suis complètement psychorigide, donc il reste 3 demandes d'intervention. Je vais demander d'être le plus court possible, le plus concis possible, et puis malheureusement, nous continuerons les discussions à la grotte Cosquer. Catherine Chabot. Oui, rapidement, je me permets d'intervenir concernant le pacte européen pour l'océan et répondre d'abord à la question de Peter Thomson sur l'approche intégrée et rebondir aussi sur ce que François disait. En fait, on a beau avoir une politique maritime intégrée, on a du mal, on traite encore les sujets en silo. C'est tout l'objet du pacte européen pour l'océan, qui traite aussi des questions de sécurité. Dans tout le chapitre, il y a 5 chapitres, dans tout le chapitre sur la gouvernance, il y a tout un chapitre sur la sécurité. Je vous parle du manifeste qui a été co-rédigé notamment par d'anciens commissaires européens. Et puis c'est piloté par Europe Jacques Delors et Océan Azul Foundation. Et moi j'ai pas mal tenu la plume sur certains sujets, notamment sur le sujet du lancement d'une alliance européenne pour la relance de la construction navale en Europe. Fanny Pointet parlait de réindustrialisation. C'est une opportunité, c'est un sujet que nous portons avec Frédéric Moncani au sein de l'Académie de Marine. On essaie de pousser cette idée. Un dernier point, puisqu'il évoque aussi, ce manifeste, une approche d'économie bleue régénérative. Pour essayer d'aborder les sujets beaucoup plus en silo et ne pas opposer économie et préservation de l'environnement, il y a ce concept qui est véritablement émergent d'économie bleue régénérative. Voilà, je vous invite à le regarder. Il est téléchargeable en ligne sur le site de la fondation de la Europe Jacques Delors. Merci Frédéric. Merci Catherine. Monsieur là-bas, vous avez levé la main depuis longtemps. Voilà, et après, ça sera Colomban-Monnier au fond de la salle. Des questions courtes, s'il vous plaît. Bonjour, Charles Thioune, auditeur. 2 questions courtes. Alors, on a évoqué l'enjeu de la souveraineté, monsieur le directeur général, et particulièrement le vivier de marins au service de la souveraineté. Je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà mettre en place une flotte auxiliaire civile, comme le prévoit l'article 58 du Code de la Défense, sachant que les Britanniques l'ont, puisqu'ils sont bien servis pour recouvrer les Malouines. Et la deuxième question porte sur Neoline, à savoir l'enjeu de la ponctualité. Sachant que le rail a été battu à plate couture par son rival de la route, à cause de la ponctualité qui est plus que aléatoire, laisse à désirer. Donc, y a-t-il un plan B de propulsion pour assurer la ponctualité, ne serait-ce que pour rassurer les chargeurs, les armateurs chargeurs? Merci. Le marin stratégique ne peut s'entendre que s'il y a une flotte stratégique. Vous avez raison, elle est prévue par la loi économie bleue du 20 juin 2016 et par le décret du 9 mai 2017 qui a été pris en application. Il manque un arrêté pour définir le type, quel navire dans la matrice de criticité qui a été identifié. Le mécanisme auquel moi j'ai pensé est un contrat d'engagement maritime qui serait signé par des élèves de l'école volontaires à un moment de leur scolarité qui permettrait de les engager pour une durée identifiable au service de cette flotte stratégique qui serait donc bien définie par le droit national, le droit positif. Alors, concernant notre navire, donc, il y a une propulsion auxiliaire, je ne l'ai pas forcément détaillé, mais on a cette propulsion qui permet au navire, en fait, au moteur seul, d'aller à plus de 14 nœuds, et donc de rattraper le temps. Et en fait, c'est ce qui permet de faire de la voile. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait de dire aux marins, si tu t'écartes de la route et que tu ne trouves pas le vent qui était prévu, eh bien, on a le moteur qui permet de se rattraper. Donc finalement, ça augmente, ce moteur permet d'augmenter la proportion de voile utilisée.
Merci Jean. Alors, Colomban Monnier, le président du conseil de gestion de la Fondation ENSM. Colomban. Merci. Tout d'abord, bravo Jean, parce qu'il faut quand même réaliser que ça fait 15 ans qu'il travaille sur un projet, donc il est vraiment très fort pour avoir attendu ces 15 ans. Il s'est battu pendant 15 ans pour sortir son navire, et une mission vraiment hyper noble, donc bravo, c'est un travail de titan. Merci François aussi d'avoir abordé l'émission de la Fondation. Je suis disponible bien sûr pour en parler après si vous le souhaitez. Mais j'ai une vraie question. On a parlé d'économie maritime, d'économie bleue. L'économie bleue, en fait, le maritime, ça a souvent été vu dans l'histoire comme un drain, en fait, un drain de militaires, un drain de ressources qu'on envoyait en mer. Vous ne savez pas trop à quoi ça servait. Vous avez parlé de gouvernance commune, vous avez parlé de politique intégrée. On a une transition technologique à faire, une transition environnementale. Est-ce que finalement, c'est là au-dessus que j'aimerais bien avoir votre avis, on n'a pas une transition aussi culturelle à faire pour expliquer aux gens que c'est pas un train vers la mer, mais c'est plutôt un train vers la terre. Et que la richesse que peut produire l'océan, eh ben en fait, elle va vraiment jusqu'à l'intérieur de nos territoires. Et finalement, l'économie en général, est-ce qu'elle n'est pas bleue? Merci Colomban. Je vais me permettre de répondre à cette question. Comme ça, vous voyez, Xavier, tu veux intervenir? Ouais. Yes, you're right. And one of the things that we are proposing is what is called ocean literacy. So to try to increase awareness of the importance of the oceans and the blue economy activities related to the oceans to the citizens of the European Union and the world. It looks to me that in a lot of occasions our government, our citizens have not looked at the sea, how do you say it in English, efficiently and face by face, but in your back. I mean, not giving the importance that it has. And I think that right now we have with the European Oceans Pact that Commissioner Cadiz is working on. By the way, it's not the Blue Manifesto. Blue Manifesto is an initiative from certain NGOs and certain commissioners that wants to influence the European Oceans Pact. The European Oceans Pact is something that Commissioner Cadiz is leading, listening all the stakeholders, and then there will be something, wherever it is. Yeah. And that's why I mentioned that I was doing that report. But I think this is a very good occasion for the European Union to really coordinate all the, in the governments, the ministries, in the European Commission, the DGs, the commissioners that are related to the seas, to try to improve and to really try to obtain the best from the oceans. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, nous avons 2 minutes de retard. Je vous propose d'atterrir maintenant. Juste avant de vous laisser, je voudrais quand même résumer ce qui vient d'être dit à destination de ceux qui porteront le message à l'UNOC. On a parlé, attention à ne pas être collectivement naïf lors de l'UNOC face aux bouleversements géopolitiques et géostratégiques que nous connaissons. On a parlé de flotte stratégique, elle peut être nationale, mais elle peut être aussi européenne, et de marins stratégiques. S'il y a des navires, il faut des marins. On a parlé d'alliance au soutien de l'économie bleue au niveau européen, sans inviter encore, avec la finance, avec la politique commune des pêches, avec les aspects sociaux, les questions d'attractivité, de formation, pour engager la jeune génération vers nos carrières de l'économie bleue, de formation aux compétences de demain, le vent du 21e siècle, et puis évidemment se préparer là aussi, mais ça fait partie de la flotte stratégique, aux interventions de secours. Voilà, je vous remercie beaucoup, messieurs et mesdames, de votre attention et de vos interventions. Et Frédéric, je vous repasse le micro avec 3 minutes de retard, désolé. Merci Frédéric Bocalino-Saint-Aignan et merci à tous les modérateurs.